Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce webinaire La demi-heure santé qui vous est proposé par la Maison associative de la santé. On est ravis de vous accueillir aujourd'hui pour aborder la thématique des troubles 10 chez l'enfant. Mais avant que l'on entre dans le vif du sujet, je vais me permettre de faire un petit point technique pour que la visioconférence se passe dans les meilleures conditions. Vos caméras et micros ont été coupés. On vous demande de ne pas tenter de les réactiver pour des raisons très simples, pour fluidifier le réseau Internet, mais également pour éviter les bruits intempestifs. Et puis, c'est une visioconférence qui est enregistrée et qui sera diffusée par la suite dans nos réseaux et sur nos réseaux. Donc, pour des questions de droit à l'image, voilà, on vous demande de ne pas tenter de réactiver vos caméras. Ce n'est pas une visioconférence qui a pour vocation à provoquer les échanges entre notre intervenante du jour et vous derrière vos écrans. C'est vraiment une visioconférence qui est informative, mais ne vous inquiétez pas, on vous donnera les ressources nécessaires par la suite pour que vous puissiez aller puiser des informations si besoin. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet de nouveau, je vais me permettre de présenter qui nous sommes, nous, la Maison associative de la santé. Nous sommes donc une union d'une 60aine d'associations de santé qui consacrent leurs activités au service de personnes malades, anciennement malades, personnes en situation de handicap et leur entourage. Et donc, on a pour mission d'accompagner les associations qui adhèrent chez nous. Et puis, on travaille également sur des projets de santé publique en mettant en place des projets, en mettant en place des formations et en animant des collectifs sur différentes questions, sur les thématiques de la santé mentale, du deuil, de l'alcool, de l'éducation thérapeutique du patient, de la prévention du suicide. Je ne vais pas vous en dire plus maintenant, ce n'est pas l'objet, mais si vous souhaitez plus de renseignements, n'hésitez pas à aller consulter notre site internet maisondelasanté.com. Alors aujourd'hui, comme vous le savez, on se retrouve pour aborder ensemble la thématique des troubles 10 chez l'enfant, des clés pour comprendre. Donc nous sommes en partenariat avec le collectif Handicap 35, qui est représenté aujourd'hui par Françoise Founeau. Bonjour Françoise. Bonjour, merci de nous accueillir. Merci à vous d'être parmi nous pour aborder cette question des troubles 10 chez l'enfant. Alors Françoise, vous êtes membre de l'association AP1035 dont vous avez été la présidente durant 15 ans et vous représentez le collectif Handicap 35 aujourd'hui pour lequel vous êtes administratrice. Alors, avant de vous laisser la parole, Françoise, on va vous proposer à vous, derrière votre écran, de participer à un sondage pour lancer justement la réflexion sur les troubles 10 chez l'enfant. Donc, vous allez voir un sondage qui va apparaître. Vous allez pouvoir répondre par vrai ou par faux. Et puis ensuite, on laissera la parole à Françoise pour nous en dire plus. Alors, le sondage, voilà, le voici. Alors, selon vous, 20% des élèves ne savent pas lire en sixième car ils ont des troubles 10. Est-ce vrai ou est-ce faux selon vous? On vous laisse cocher la réponse et soumettre ensuite. Et puis, on vous laisse une petite dizaine de secondes. Alors, 20% des élèves ne savent pas lire en sixième car ils ont des troubles 10. Est-ce vrai ou est-ce faux? On va peut-être pouvoir partager ensuite les résultats. Alors, vous êtes 75% à répondre que c'est vrai et 25% à répondre que c'est faux. Donc, une majorité de vrai. Françoise, est-ce que vous pouvez répondre à cette question? Et ensuite, on vous laissera nous donner plus d'informations. Alors non, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ces réponses. En fait, tous les élèves qui ont des difficultés en lecture ne sont pas 10. Effectivement, on nous dit que 20% d'élèves en sixième ne savent pas lire et que 50 000 élèves chaque année sortent de troisième sans diplôme. Mais tous ne sont pas 10. On a eu un document qui a été fait par la Haute Autorité de Santé en 2018 à destination des parents et des médecins, qui donnait le chiffre de 8% de personnes 10. En fait, 8%, ça représente quand même 49 000 élèves sur la Bretagne. Ce n'est pas négligeable, hein. Mais on n'a pas de chiffre réel puisqu'on ne peut pas cataloguer vraiment tous les troubles 10 qui existent. Le seul chiffre que l'on ait, c'est avec la journée défense citoyenneté, qui nous dit que 11,8% des jeunes de 17 ans sont en grave difficulté face à la lecture et 5,4% sont considérés comme en situation d'illettrisme. Ce qui est intéressant, c'est que 16% parmi eux sont dans un lycée professionnel et que 8%
sont dans un lycée général et technologique. Ce qui veut dire que bien sûr, ces élèves-là, sans aménagement, ne lisent pas, mais ils sont quand même capables de continuer des études. Et dans ceux qui ont une lecture fluente, 16% n'ont pas acquis l'automatisme de la lecture. Et ça, c'est grave parce qu'en fait, tous les troubles 10, ce sont des difficultés d'acquisition d'une fonction. Et il ne faut pas confondre trouble 10 et difficulté. C'est vraiment la chose essentielle à l'école, puisque nous parlons des enfants. Un enfant qui a une difficulté, on va pouvoir la compenser avec des aménagements et ça va disparaître. Si on a un trouble 10, on est 10 à vie, puisqu'en fait on naît avec ce trouble et on va mourir avec ce trouble, mais on va apprendre à compenser. Donc en fait, l'important, c'est de dire comment est-ce que c'est un trouble 10. Donc souvent, le repérage, le premier stade, il se fait à l'école. C'est-à-dire que le constat est fait par l'enseignant qui a l'habitude de repérer les niveaux où doivent être les enfants. Ensuite, il y a le dépistage. Le dépistage, là, on va faire des bilans pluridisciplinaires qui vont permettre de définir quel est le type de trouble. Et là, on est vraiment aidé par le nouveau DSM-5, puisque le nouveau DSM-5, qui est vraiment sur lequel s'appuient les soignants, nous disent que c'est une difficulté au moins, un symptôme qui dure depuis plus de 6 mois, malgré des remédiations mises en place. Cela veut dire que depuis plus de 6 mois, cet enfant doit avoir des difficultés à l'école. On a mis en place des aménagements, mais les difficultés restent. Et il a déjà commencé la rééducation, mais ce n'est pas suffisant. Donc, en fait, c'est en prenant tous les bilans que le médecin va pouvoir établir un diagnostic de trouble 10, puisque je rappelle qu'en France, il n'y a qu'un médecin qui peut établir ce diagnostic. Alors, on est toujours sur 8%. On a Softal qui regroupe des spécialistes des troubles 10, le docteur Pouet, le docteur Mazot, le professeur Habib, qui nous disent que maintenant, on arrive à 10%. Donc, c'est vrai qu'on diagnostique beaucoup mieux maintenant, on repère et diagnostique mieux. Et donc, on monte le nombre, le pourcentage de personnes 10. Donc, ce qui va être important, c'est que de connaître quelle est la fonction qui est déficiente, qui entraîne une limitation d'activité. C'est vraiment l'essentiel. On va avoir une difficulté de lecture des mots, c'est lent, c'est laborieux, ça sera la dyslexie. Les dyslexies, pardon, qui peuvent être phonologiques, lexicales, neurovisuelles. On va avoir des difficultés d'orthographe, la dysorthographie, des difficultés dans l'expression orale. Et ça, c'est le langage. Et le langage s'acquiert intuitivement, sans qu'on sache vraiment comment. Il faut savoir qu'un enfant qui a 4 ans n'a pas acquis un langage ordinaire, un niveau de langage ordinaire, 50% de ces enfants développent une dyslexie en général pendant l'année du CP. Donc, le langage, la dysphasie, c'est important. Elle passe parfois inaperçue parce qu'elle est légère, mais elle va créer des manques du mot pour l'enfant et pour le jeune plus tard et l'adulte. Il y a une difficulté à comprendre ce qui est lu tellement la lecture est laborieuse et tellement le langage est parfois insuffisant. Et en fait, même si c'est lu correctement, eh bien, il y a des difficultés à la compréhension. Alors que pourtant, ce sont des personnes qui n'ont aucune difficulté intellectuelle, qui ont un QI tout à fait ordinaire, plus ou moins comme tout le monde, mais qui n'ont aucune déficience intellectuelle. Il peut y avoir aussi une difficulté à maîtriser les nombres, le sens des nombres, les faits numériques, et ça va être la dyscalculie. Savoir que souvent, quand on est dyscalculique, on a également des difficultés en orthographe parce que le raisonnement mathématique est également le raisonnement qui va s'appliquer pour les règles de grammaire. Mais il y a aussi d'autres troubles, la difficulté à concevoir et exécuter des gestes, c'est le problème de la dyspraxie.
il y a une malhabileté gestuelle fine et l'enfant, la première fois qu'il rentre à la maternelle, il va apprendre un séquençage qui est le séquençage du lavage des mains. Eh bien, il n'automatise pas ce séquençage. En mois de décembre, il ne sait toujours pas se laver les mains. Il met le savon avant il ouvre le robinet avant de remonter ses manches. Il ne sait pas. Et ça, c'est une difficulté d'automatisation de la gestuelle. Il y a aussi, sur tous ces troubles, une difficulté à maintenir son attention. Alors, il peut y avoir le TDAH, mais il peut y avoir aussi une difficulté attentionnelle qui est due à la surcharge cognitive, parce que toutes ces difficultés sont, l'enfant fait des efforts, on lui donne des méthodes pour apprendre à compenser, mais ça amène une surcharge cognitive très importante qui fait qu'il est extrêmement fatigable. Et comme de plus, il n'est pas en double tâche, il ne sait pas exécuter de double tâche parce que c'est trop lourd cognitivement, eh bien, il va prendre du retard et souvent, ça va lui donner une sorte d'hyperactivité. Alors, on a aussi, bien sûr, des enfants qui ont des vrais TDAH, qui ont une véritable impulsivité qui ne leur permet pas d'avoir une attention sélective et d'accéder aux apprentissages. Et tous ces troubles ont des difficultés dans l'organisation et dans la mémorisation. Les 10 ont une mémoire excellente, mais la surcharge cognitive qui accompagne chaque tâche fait qu'ils n'organisent pas leur mémoire et ensuite ils ne savent pas s'organiser. Alors, il y a une comorbidité entre tous ces tests. D'abord, il n'y a pas un profil 10, mais il y a une interaction entre tous ces tests, entre toutes ces difficultés. Il faut quand même que l'écart soit significatif par rapport à l'âge pour que ce soit vraiment un trouble. Un écart de 1 an de lecture ne va pas permettre de diagnostiquer une dyslexie. Il faut aussi, nous dit le DSM-5, que ces difficultés interfèrent avec les résultats scolaires et ses occupations de la vie de tous les jours. Un enfant dyspraxique, eh bien, il ne va jamais jouer au ballon avec ses copains, il va avoir des difficultés plus âgées, il va avoir des difficultés pour apprendre à passer, pour passer son permis de conduire. Il est bien évident qu'on est sur de l'humain et il faut tenir compte des capacités spécifiques de l'enfant ou de la personne. Mais il n'y a pas de déficience intellectuelle. Les troubles sont tout le temps en comorbidité, ils n'automatisent pas une fonction et ça amène des limitations d'activité. Alors, c'est vrai qu'on connaît ces troubles, mais par exemple, quand vous dites « Oh, il a juste un trouble phonologique », ben oui, mais c'est Joël Divry qui est formateur à l'INSPE, qui nous dit juste un déficit phonologique. L'enfant va avoir également des difficultés d'orientation temporelle, des difficultés d'orientation spatiale, des troubles séquentiels pour l'organisation. Il va avoir une difficulté d'attention, il va avoir une difficulté d'acquisition des automatismes et ça va aboutir à quoi? Ben, à de la fatigue, à un découragement, à un burn-out ou parfois pour les adolescents, ça arrive à une révolte. Voilà ce que l'on peut dire, mais le pourcentage de 10 est tout le temps en variation parce qu'en fait, on détecte mieux tous ces troubles et on sait mieux les prendre en charge. Merci beaucoup Françoise. Effectivement, merci pour tous ces chiffres hein, qui sont très intéressants et puis de nous avoir redit brièvement ce qu'étaient les troubles 10, comment ils se manifestaient et quels pouvaient être aussi leurs impacts. Alors, on vous propose, pour aller plus loin, à vous derrière vos écrans, de répondre à un second et dernier sondage qui va apparaître. Alors, vous allez pouvoir répondre par vrai ou faux. C'est le même principe que tout à l'heure. Alors, selon vous, il faut entraîner un enfant dyspraxique à beaucoup écrire pour qu'il automatise son écriture. Selon vous, est-ce vrai ou est-ce faux? On vous laisse une dizaine de secondes pour répondre. Il faut entraîner un enfant dyspraxique à beaucoup écrire pour qu'il automatise son écriture. Vrai ou faux? Alors, on va peut-être pouvoir partager
Les résultats, alors vous êtes 26% à répondre vrai et 74% à répondre faux. Alors Françoise, faut-il entraîner un enfant dyspraxique à beaucoup écrire pour automatiser son écriture? Non, puisque la spécificité de ces troubles est justement une difficulté d'acquisition des automatismes. Donc, un enfant dyspraxique qui n'a pas su écrire des mots dictés, si vous lui faites recopier 20 fois, ça ne servira à rien. Il faut faire autrement. On ne peut on va le fatiguer inutilement. Alors, c'est vrai malgré tout que on estime quand même que bien que dyspraxique, un enfant, surtout quand il a une dysgraphie, il faut quand même qu'il possède l'écriture parce qu'on en a besoin dans la vie d'adulte. Il possède l'écriture, mais il utilise des outils de compensation. Et je vois que Voilà. vous avez un petit exercice à nous montrer Voilà. maintenant. Alors, lisez-vous dix. Ici, c'est un texte qui est lu par un jeune ou par un adulte 10. Donc, si vous lisez ce texte, voilà ce que cela donne. Madame Rosalie part de Bordeaux vers Cherbourg. Elle a l'habitude de rouler en voiture, mais sans accélérer à fond. Ainsi, elle peut mettre 10 heures pour franchir la distance. Donc, en fait, là, vous êtes face à la lecture que fait un dyslexique, quel que soit le type de dyslexie, dyslexie phonologique, dyslexie lexicale, et vous n'avez pas la dyslexie neurovisuelle parce que, en plus, s'il y a un trouble neurovisuel, l'enfant aurait interverti des syllabes ou il aurait interverti un mot sur une ligne. Donc, vous voyez que ce trouble phonologique, lexical, eh bien, va gêner la compréhension de la lecture. Vous revenez plusieurs fois sur le texte si vous voulez le comprendre. Il y a des troubles phonologiques et des troubles lexicaux. Les mots n'ont pas de césure. Effectivement, Là, pardon. Et là, non, si vous êtes dyscalculique, eh bien, très souvent, les dyscalculiques ont des difficultés avec les chiffres, donc ils écrivent les chiffres, les nombres qu'ils entendent en lettres. Seulement, le problème quand un enfant ou un ado prend ses cours, après, il faut qu'il le remette dans le contexte, il faut qu'il le réécrive en chiffres. Et en fait, quand vous voyez 8017, est-ce que vous écrivez 8017 ou 8017 ou 8010 et 7 ou 8017? Ce sont toujours des questions qui se posent. Ça peut paraître bizarre, mais c'est toujours comme cela. Alors en fait, il y a des difficultés qui sont générales, hein. Il n'y a pas de profil 10. Chaque personne a des difficultés particulières. Cela dépend du moment où il a été diagnostiqué. Savoir que 34% des jeunes actuellement sont encore diagnostiqués au début du collège. Donc, ils ont déjà acquis un retard et s'ils avaient plusieurs troubles, ils sont vraiment en comorbidité. Donc, il y a l'impossibilité dans les doubles tâches, il y a des problèmes d'orientation spatio-temporelle, il y a des difficultés de ce fait à relater une histoire, tous les faits, à s'organiser. Une chose particulière, il y a une grosse intolérance au bruit. Ils ont souvent des maux de tête et ils ne supportent pas l'environnement bruyant et agité. Donc la concentration, elle va être fluctuante, ils sont facilement distraits. Il ne faut pas les mettre à côté d'une fenêtre, hein. Ils sont lents pour se mettre au travail et ils ont une mémoire de travail qui est déficitaire alors qu'ils ont une excellente mémoire. En fait, comment on pourrait l'aider? Alors ça, ce sont plus des conseils pour les parents. Il faut l'aider à s'organiser. Tout ce qui va être structure va lui permettre de s'aider. Donc, il faut l'aider à s'organiser et à apprendre autrement. Apprendre autrement, ça veut dire mettre des caches, mettre des couleurs, utiliser des règles particulières, utiliser un compas spécifique. Il faut lui apprendre pour qu'en fait, l'objectif, c'est que quand il est à l'âge du lycée, puis ensuite étudiant, il ait acquis ces méthodes pour apprendre autrement et qu'il puisse les appliquer lui-même. Tout ce qui va être décomposition, couleur, structuration va l'aider.
Mais aussi, il faut tenir compte de lui personnellement. Vous avez des enfants qui sont kinésisthéiques, ils ont besoin d'apprendre en marchant, en tapant sur un mur. Ben, il faut le laisser faire à la maison, hein. Une chose importante, il ne faut pas surcharger son emploi du temps. C'est très, très important qu'il ait aussi le temps de se construire. Ils ont les rééducations, ils ont les devoirs à la maison où ils mettent beaucoup plus de temps pour apprendre les leçons. Il faut leur laisser du temps. Et pour les parents surtout, il faut travailler en lien avec les enseignants et suivre les conseils des soignants. Il faut qu'il y ait communication entre enseignants et soignants et parents autour de l'enfant, parce que chaque enfant est particulier. Organiser, organiser. Et puis à la maison, eh bien, il ne faut pas hésiter à lire, à écrire pour lui, à lui lire le livre s'il en a besoin, à utiliser des exercices à trous, à lui faire utiliser un cache pour la lecture. Alors, ils sont réceptifs à la pédagogie explicite et non pas à la pédagogie implicite. Donc, en fait, il est important de toujours rappeler la leçon précédente, donner l'objectif de la leçon actuelle, toujours la même chose pour qu'il puisse structurer, mettre des cadres dans sa tête. Un petit point, bah, il faut le laisser parler tout seul, c'est-à-dire qu'il a besoin de subvocaliser quand il lit lui-même un texte. Et comme il n'est pas bitache, il faut jamais parler quand il est en train d'écrire. Alors, chose importante, bien sûr, il faut s'assurer qu'il a compris le sens. C'est-à-dire que quand il a appris une leçon, eh bien, il faut l'interroger en diagonale sur le sens de ce qu'il a appris et qu'il ne récite pas textuellement comme une image photographique. Alors, on peut l'aider avec des schémas, on peut l'aider avec des cartes mentales, avec des moyens mémotechniques. Par exemple, pour les petits, savoir que né, il y a un Z, on dessine un cercle et on met un Z à la place du nez avec 2 yeux. Après, il s'en souvient, il faut donner tous les moyens mémotechniques. Il y a les outils informatiques qui sont quand même une aide précieuse et c'est ceux qu'ils vont utiliser dans leur vie d'adulte. Alors, ces logiciels, il faut qu'ils soient adaptés aux besoins, pas n'importe lesquels, et il faut qu'ils soient formés dessus. Sinon, c'est encore les mettre en double tâche et mettre des difficultés supplémentaires. Savoir aussi que depuis février 2017, l'exception numérique aux droits d'auteur a été étendue aux personnes 10 et que dans les médiathèques et les bibliothèques et dans les bibliothèques sonores, il est possible d'avoir les livres en format sonore et qu'on peut les demander, si on les donne en début d'année, l'enfant peut sans soucier se les utiliser. Merci Françoise pour ces billes que vous nous avez données pour aider eh bien, un enfant ayant des troubles 10. Alors là, vous nous avez parlé justement d'aménagement, mais concrètement, on fait comment pour mettre en place une compensation? Alors, les troubles 10 sont reconnus comme handicap depuis la loi de février 2005. Et il y a des outils qui ont été mis en place dans le cadre de l'école depuis 2015. Il y a le plan d'accompagnement personnalisé. Le plan d'accompagnement personnalisé, il se demande aux médecins scolaires, avec accord de l'école, hein, bien sûr. Il peut être demandé directement par l'école, avec accord des parents. Donc, il se demande aux médecins scolaires qui jugent sur pièce sur les bilans, un bilan orthophonique, un bilan de psychomote, un bilan de psychologue, de neuropsychologue, si c'est un trouble 10, et qui va donner les points d'appui et les points qu'il va falloir compenser. Ça peut se faire de la maternelle jusqu'au lycée, et en fait, c'est un document qui va aménager tout l'apprentissage et le jeune pourra utiliser des outils numériques dans le cadre du PAP. Alors, depuis février, on a un nouvel outil qui est sorti. Il existait avant, le PAI, le projet d'accueil individualisé. Il définit toujours le protocole de soins et les procédures d'urgence pour des enfants qui sont en longue maladie. Mais la nouveauté depuis février 2021, c'est qu'il définit des aménagements pédagogiques dans le cadre de cette maladie. Et ça, c'est nouveau et intéressant. D'ailleurs, il ne faut pas oublier que depuis cette année, pour obtenir des aménagements aux examens, il est indispensable que les parents fournissent le PAP ou le PAI, ou si ce n'est pas suffisant, si ces aménagements pédagogiques ne sont pas suffisants, parce que ce ne sont que des aménagements pédagogiques, hein.
Si ce n'est pas suffisant, eh bien, on va entrer dans le champ du handicap avec un dossier à la MDPH et on va demander un droit, une ouverture de droit scolaire à la MDPH. La MDPH va étudier et rédiger un projet personnel de scolarisation. C'est rédigé par la MDPH. Lorsque le parent donne ce PPS à l'établissement scolaire peut rédiger le document de mise en œuvre du PPS, c'est une obligation d'ailleurs, et ce document va définir lui également tous les aménagements pédagogiques. Ça ressemble un petit peu au PAP de ce fait, mais ça définit aussi l'horaire, l'emploi du temps de l'enfant. Ça permet de mixer des interventions de soins avec la pédagogie. Donc, c'est vraiment un document qui va régler la scolarité, enfin, la vie à l'école de l'enfant. Alors, on peut aussi demander d'autres choses, des orientations, comme en Ille-et-Vilaine, nous avons les CEFS, qui sont en fait des CESAD spécifiques troubles 10, donc des services d'accompagnement à domicile, le domicile étant dans ce cas l'école pour l'enfant. Ce sont des professionnels qui vont venir à l'école, soutenir l'enfant pendant 1 ou 2 heures et expliquer aux enseignants quels sont ses besoins spécifiques. On a aussi des ULIS, des orientations de dispositifs ULIS qui peuvent être demandées. On a bien sûr les aides humaines dans la scolarité, les fameuses AESH qui sont une aide précieuse qu'il faut. Et justement, c'est l'intérêt d'avoir le PPS rédigé, puisque le PPS doit définir les missions de l'AESH, particulièrement dans le cadre d'une AVS mutualisée où ce doit être défini. On peut aussi demander du matériel pédagogique adapté et des allocations, bien sûr, si on a des frais particuliers, puisque certains praticiens comme les psychomotes, les ergots, les psychos ne sont pas remboursés par la sécurité sociale. Et puis, à partir de 16 ans, une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé qui va permettre d'accéder à des entreprises qui sont handi-accueillantes. Et on a aussi, depuis 3 ans, obtenu auprès du département des places de SAVS, de services d'accompagnement à la vie sociale pour les personnes 10 qui ont plus de 20 ans. Donc, il y a des outils et il faut les utiliser. Et si vous voulez obtenir plus d'informations, eh bien, sur le site Handicap 35, dont vous avez les informations, ou nous contacter directement au collectif Handicap 35. Nous sommes maintenant au collectif Handicap 35, organisme de formation continue, agréé Calliope. Donc, on fait des formations dans un cadre professionnel. Mais vous avez aussi les sites AP10, la page Facebook, qui peuvent vous donner beaucoup d'informations. Effectivement, des ressources que vous allez retrouver dans le diaporama et l'enregistrement de cette visioconférence que nous allons vous envoyer par la suite d'ici les prochains jours. Françoise Touvenot, merci beaucoup de votre présence. Merci pour ces éléments synthétiques. Alors, c'est vrai qu'on a un format de webinaire qui est très court et c'est une thématique, comme beaucoup d'autres, qui demanderait à être poussée davantage. Il y aurait beaucoup d'autres choses à dire, mais en tout cas, un grand merci de votre présence. On a été ravis de collaborer avec vous et le collectif Handicap 35, donc de manière générale, pour ce webinaire. On vous remercie aussi, vous, derrière vos écrans, d'avoir répondu présent. Et puis, on vous dit à très bientôt pour un prochain webinaire. Merci à vous. Au revoir. Merci. Merci, Françoise.